Bonjour, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce live. On a la chance d'accueillir Cécile aujourd'hui. Bonjour. Cécile qui est gestionnaire de projets événementiels et qui va pouvoir répondre à toutes nos questions et nous présenter également son parcours. Ce live est organisé dans le cadre de la semaine des métiers en coulisses. Il est organisé par Chance, qui est une communauté d'entraide. Et du coup, ces lives, ces métiers, on a 50 métiers qui sont présentés toute la semaine, sont destinés pour vous, pour répondre à vos questions, vos interrogations que vous pouvez avoir. Donc, merci beaucoup Cécile de prendre ce temps pour nous, pour répondre à toutes les questions de nos participants et participantes. La première question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, justement? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci déjà aussi de m'avoir invité à cet événement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Cécile. Ça fait à peu près une dizaine d'années, enfin un peu plus de 10 ans que je travaille chez Ubisoft. Pour mon parcours, si je repars en fait vraiment au parcours scolaire, donc à la base, j'ai fait un bac qui s'appelait STG, qui est devenu STMG. Et après, j'ai perdu le fil des acronymes de l'éducation nationale, donc je m'excuse, ça a dû changer, mais c'est ça. Et puis, par la suite, j'ai fait du coup une classe préparatoire économique et commerciale avant de rentrer dans une école de commerce pendant 4 ans. Et puis c'est suite à cette école de commerce à mes années en école de commerce que je suis rentrée en fait chez Ubisoft et que j'ai commencé mon parcours là-bas. Donc voilà, donc ça fait une dizaine d'années. J'ai donc passé 5 ans en fait en tant que gestionnaire de projets événementiels au siège à Paris. Et depuis 5 ans et demi, je travaille depuis le studio de Montréal. J'ai eu plusieurs vies au studio, mais voilà, aujourd'hui, on est plutôt là pour parler de mon expérience en tant que gestionnaire de projet événementiel, donc je vais rester là-dessus. Merci beaucoup Cécile pour cette présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Cécile que vous souhaitez dans le chat. Est-ce que tu pourrais du coup nous présenter ce métier de gestionnaire de projet événementiel et un peu la journée type? Alors, la journée type, en fait, ça va être un petit peu, un petit peu difficile. Je vais plutôt parler de période type dans le fait d'être gestionnaire de projet événementiel. Donc, il va y avoir la période pré-événement, en fait, l'avant-événement, dans laquelle on est bien sûr dans la préparation, la planification. Donc, on va planifier les tâches, le budget, les besoins en termes d'équipement, de salle, de tout ce qui va être le plan de communication. Donc, beaucoup de planification, de fichiers Excel ou autre format qui qui vous convient. Mais voilà, c'est beaucoup de planification. Il y a toute la partie aussi notamment chez Ubisoft, dans l'équipe dans laquelle je travaillais, qui était en fait tout ce qui était la définition du contenu de l'événement. Donc, on organisait en fait des événements de partage de savoir au sein de l'entreprise. Donc, pour expliquer brièvement, c'était des conférences en interne qui regroupaient des personnes soit qui ont le même métier, soit qui travaillent sur des problématiques similaires, mais qui ne se connaissent pas forcément. Ubisoft, c'est 20 000 employés partout dans le monde. C'est des dizaines et des dizaines de jeux différents, donc tout le monde ne se connaît pas. Et l'objectif, c'était du coup de rassembler ces personnes-là dans une salle et de faire en sorte que toutes ces personnes-là partagent leur savoir, leurs bonnes pratiques, les pièges dans lesquels elles sont tombées, etc., etc. Donc, il y avait aussi cette partie de définition du contenu en avant de l'événement qui était vraiment importante aussi. Donc, ça va être quoi les thématiques quelles sont les personnes expertes sur quelle partie de cette thématique-là, comment est-ce que je construis mon agenda pour que ça fasse du sens, que ça roule bien pendant l'événement, etc. Et puis voilà, donc c'est toute la partie planification, design de l'événement, quel genre d'expérience je veux donner aux personnes qui vont participer, et puis beaucoup de communication avec
tout le monde, donc conférenciers, conférencières, au niveau aussi juste des personnes, des fournisseurs qui vont nous aider en fait à ce que l'événement ait lieu, des participants, participantes, etc. Et puis au milieu de tout ça, il y a beaucoup d'adaptations parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Et du coup, c'est beaucoup de voilà. On planifie, on communique, on replanifie, on recommunique, on replanifie et on recommunique derrière. Donc c'est beaucoup ça. C'est très changeant. Voilà. Donc journée type avant l'événement, je dirais des parties très planification, très de travail, de concentration, puis beaucoup de communication aussi. Ok. Pendant l'événement maintenant. Ça, c'est la deuxième période type de gestionnaire de projet événementiel. C'est beaucoup en fait de service client. Je vais appeler ça comme ça parce que c'est beaucoup de communication auprès des personnes qui sont présentes dans l'événement, donc beaucoup avec les participants, participantes, les conférenciers, les conférencières. Aussi beaucoup de communication avec toutes les personnes qui sont impliquées pour faire en sorte que l'événement se passe bien, qu'on n'ait pas de soucis techniques par exemple ou choses comme ça. Et beaucoup de résolution de problèmes juste sur le coup avec beaucoup de créativité et des fois rien ne vaut un bon rouleau de scotch et une paille pour pouvoir réussir à réparer des choses. Voilà, c'est donc c'est beaucoup de choses comme ça sur le coup. Donc c'est très vivant. Et puis le post-événement, c'est un moment un peu plus de rétrospective où on prend aussi un peu le temps de souffler puis de se remettre de ce qu'on a vécu. Et puis c'est un moment donné où tranquillement on fait le bilan de l'événement, donc on ferme les budgets, on lance tout ce qui est sondage, on fait la récolte et l'analyse des résultats, on présente les rapports, etc. Donc c'est un petit moment un peu plus de rétrospective, quelles sont les idées pour le prochain, etc. Et puis après, on se relance dans ce rythme-là. Des fois, c'est même en parallèle. Donc, on avait ça dans l'équipe. On avait les événements en parallèle. Donc, en fait, on en commençait un avant de terminer l'autre. Donc, ça faisait un petit cycle comme ça qui se répète. Ok, merci beaucoup pour toute cette explication. On a plein de questions qui sont arrivées. La première, c'était finalement, ce poste-là, il était dans quelle équipe et il était rattaché à quel poste au-dessus finalement? Oui. Alors, à Ubisoft, il y a plusieurs équipes événementielles en fait, parce que on va avoir l'équipe qui, par exemple, va travailler sur les événements de communication de l'industrie. Pour les personnes qui connaissent un petit peu le monde du jeu vidéo, l'E3, par exemple, donc vraiment E3, c'est un énorme événement de communication, de marketing de l'industrie. Donc ça, on avait une équipe particulière qui travaillait là-dessus. On va avoir aussi toutes les équipes communication qui vont travailler sur les événements de lancement à l'externe aussi. Donc voilà, moi, mon équipe à moi, on était en fait rattachés au grand département RH central, puisqu'en fait, ce qu'on faisait, c'était du développement de compétences, donc pas sous le format de formation comme on a peut-être plus tendance à penser, mais sur le format en fait de partage de savoir, de bonnes pratiques. Et voilà, donc on faisait partie de cette équipe-là, a toujours fait partie voilà de l'équipe RH ou de l'équipe en charge de tout ce qui était la gestion de savoir en fait à large en fait au sein de la compagnie. Ok, super. Merci beaucoup pour la réponse très complète. Et en plus, il me semble que tu avais illustré par un événement, parce qu'il y a la question qui est arrivée, si tu pouvais illustrer avec un événement concret. C'était en fait mettre dans la même pièce tous les concepteurs de jeux, c'est ça? Ça pouvait être ça. Si vous voulez regarder, il y a un événement en particulier qu'on organise, que l'entreprise continue à organiser, que moi j'organisais, mais qui continue à organiser, qui s'appelle l'UDC, donc l'Ubisoft Developers Conference, qui a lieu à chaque année. Puis vous allez voir, on a pas mal de communication sur cet événement-là à l'externe aussi, mais l'événement en tant que tel, c'était toujours en fait la philosophie de nos événements, c'était toujours de regrouper des personnes pour qu'elles présentent ce sur quoi elles travaillent. Donc moi, dans l'expérience que j'ai eue, j'ai fait beaucoup d'événements pour les populations qui travaillent dans tous les sujets un peu technologiques, donc beaucoup avec des programmeurs, des programmeuses, des architectes techniques, des chefs de projet informatiques, etc. Et voilà, donc
l'événement type, en fait, on avait un peu deux formats. On avait donc l'UDC qui était vraiment une grosse conférence, 4 jours au complet, tout le monde sur place à Montréal. C'était 400-500 personnes qui venaient de l'externe du studio de Montréal, mais toujours d'Ubisoft, mais d'autres studios que Montréal, à Montréal pour participer, plus tous les gens de Montréal. Enfin, c'était énorme comme événement. Et c'était voilà plusieurs salles qui roulaient en parallèle avec des conférences dans chacune des salles sur des thématiques différentes, donc 3D d'un côté, online de l'autre, etc. Et puis voilà, ça c'était le premier format. Puis le deuxième format, c'était un format en groupe beaucoup plus restreint. Où c'était un 3 jours à Paris où on regroupait vraiment des experts et des expertes sur un sujet en particulier pour les faire travailler ensemble sur ce sujet-là puis faire avancer en fait la compagnie sur ces sujets-là. J'espère que je réponds bien à la question. Oui, très bien. Est-ce que quelle est la place du réseau pour réussir dans ce métier? Dans le métier de l'événementiel au global, je dirais qu'au début, moi, j'avais aucun réseau dans le métier de l'événementiel. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment aucun réseau. Ma toute première expérience, en fait, j'ai eu la chance à un moment, dans ma recherche de stage, en fait, quand j'étais en école, d'être recrutée par JL Events, qui est donc d'une entreprise leader mondiale de l'événementiel. Et en fait, je connaissais personne dans le réseau. Donc, dans un premier temps, en fait, pour rentrer dans l'industrie, il y a pas forcément besoin d'avoir de réseau. Après, c'est sûr que le réseau, vous allez le développer au fur et à mesure, puis c'est important de le développer parce que vous allez faire appel à des fournisseurs, vous allez faire appel à, même ne serait-ce qu'au niveau des conférenciers, conférencières, par exemple, si vous voulez avoir, chez GL Events, par exemple, quand on organisait les énormes forums, etc., bah, on a envie d'avoir un peu les key people de ces dossiers, de ces sujets-là, etc. Bah, tout ça, en fait, en effet, ça rentre avec le réseau, puis ça se fait petit à petit vraiment. Donc à la base, pas forcément besoin de réseau, et puis après le construire puis l'entretenir en fait tout au long de votre carrière au sein de l'événementiel. Puis ça va se faire naturellement en fait. Vous allez voir que naturellement vous allez avoir des contacts. Puis si ça se passe bien, les contacts vont être là, puis vous allez pouvoir les recontacter. C'est très naturel en fait. C'est très vivant, c'est très humain l'événementiel. Ok, super. Et on a une question de Léa qui est quelles sont pour toi les principales contraintes à garder en tête si on choisit cette voie? Oui. Alors, l'événementiel, c'est un métier très humain à plusieurs niveaux. Donc, bien sûr, il y a toute la relation avec les êtres humains avec lesquels vous allez travailler. Donc, être capable aussi quand même de gérer tout ça, de gérer l'émotivité des personnes et tout dans différents contextes. Vous pouvez avoir un conférencier ou une conférencière qui est victime qui vit un gros stress juste avant de monter sur scène, être capable de gérer ça, de parler avec la personne, de faire en sorte qu'au final, elle ait quand même une super belle expérience, qu'elle monte sur scène déjà, puis qu'elle ait une très belle expérience au sein de ça. Vous allez avoir la gestion avec les participants, les participantes, avec parfois des demandes un petit peu étranges, bienvenue dans l'événementiel. Donc voilà, donc dans les éléments à garder en tête, il y a tout ce relationnel là en fait qui est vraiment un élément principal puis vraiment très important. Je parlais la conférencière ou participantes, mais c'est aussi le cas avec tout ce qui va être les personnes qui vont être vos fournisseurs, vos partenaires en fait dans l'organisation de cet événement-là et aussi au sein de l'équipe. Donc c'est un métier très humain, donc il y a besoin d'avoir ces liens-là, de travailler en équipe et tout ça. Au niveau des autres contraintes aussi, je pense que c'est important de parler du fait que il faut être prêt et prête à avoir un rythme de vie qui s'adapte aussi en fonction de dans quelle période de l'événement vous êtes. Notamment, en fait, c'est très probable que les moments juste avant l'événement, puis l'événement, ça soit des moments vraiment
de gros travail. En fait, il faut mettre beaucoup d'heures parce qu'on est dans la finalisation. C'est le moment donné où, bizarrement, bien sûr, plus rien ne fonctionne parce que c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe toujours. Donc là, ces moments-là avant l'événement, suivant la grosseur de l'événement, ça peut être la semaine avant qui va être grosse plus la semaine de l'événement. Si jamais c'est plus gros que ça, des fois ça peut être 2-3 semaines avant qui sont vraiment des moments très rushants. Chez GL Events, c'est même 3 mois avant. Les 3 mois avant étaient vraiment très prenants parce que c'était des événements à 30-40 000 personnes. Donc là aussi, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc il y a cet élément-là quand même à prendre en considération et qui permet en fait de faire attention aussi dans quel type du coup de secteur de l'événementiel vous voulez être. Est-ce que c'est du gros événement à la GL Events où là du coup c'est beaucoup de mois de travail, etc. Est-ce que c'est des plus petits événements comme moi je pouvais faire au sein d'Ubisoft en fait, et où là la période de rush était quand même plus limitée parce que moins de participants, événements plus petits. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans ce domaine-là. Voilà au niveau des points un peu à prendre en compte, donc vraiment le côté l'aspect humain qui va vraiment être primordial dans ce métier-là à tous les niveaux, et du coup le côté être prêt et prête à parfois faire des horaires chargés. Ça marche. Merci beaucoup, Cécile, pour cette réponse hyper transparente. Tu as un peu piqué ma curiosité. Oui, vas-y. Quelle est la demande la plus étrange que tu as pu avoir pendant un événement? Alors, la demande à laquelle j'étais la moins prête, en fait, je pense que j'ai plutôt parlé de ça. Alors, c'était un conférencier qui, je sais plus, genre peut-être une dizaine de jours avant l'événement. Donc, on avait toute une planification, etc. Donc, on demandait les besoins techniques des conférenciers et conférencières bien avant, en fait, pour s'assurer qu'on avait tout le matériel, etc. Et puis, tiens, je vais raconter 2 histoires. Il y en a une, la première où on a fait, ça va pas être possible. La personne demandait, en fait, à ce qu'on mette des appareils qui fassent des effets son et lumière, si vous voulez, en fait, derrière lui pendant sa conférence, et il nous a prévenu genre une semaine avant. Sauf que c'est vraiment pas du matériel qui est facile à trouver, et du coup on a été là un peu ah oui, d'accord. Bon, on va s'arranger autrement. Donc c'est ça. Donc on avait joué avec les spots, on avait joué avec plein de choses pour réussir à faire quelque chose. Donc j'avais eu ça. Puis autre demande aussi que ça m'a fait penser, mais là on avait pu le faire. C'était pour une conférence en interne à Ubisoft, et on a un speaker qui venait nous parler du jeu Rocksmith. Donc pour les personnes qui sont peut-être pas familières avec ce jeu-là, c'est un jeu en fait où vous pouvez jouer à la guitare. Donc c'est comme Guitar Hero si vous voulez. C'est similaire à Guitar Hero, et donc du coup en fait c'était un très grand spécialiste expert au niveau audio, et donc du coup c'est tout simplement qu'il arrivait avec sa basse, enfin avec sa guitare électrique. Donc il fallait faire les branchements pour pouvoir brancher la guitare électrique et pour qu'il fasse ses démos en live pendant la conférence. Et que ça m'a fait penser à ça aussi, mais voilà. Après, il y avait toutes sortes de petites demandes, voilà, parce qu'on gérait des fois les hôtels aussi pour les participantes. Donc là, est-ce que c'est un hôtel où je peux venir avec mes 3 chiens? Peut-être. On va aller regarder ça. On a eu d'autres demandes un peu dans ce genre-là aussi. C'est très très drôle de se gérer avec, d'avoir affaire avec les personnes. C'est vraiment drôle. Merci beaucoup, en tout cas, de partager ces petites anecdotes. Il y a d'autres questions donc, de Marie qui sont arrivées. Finalement, quelle est la part d'autonomie dans ce métier, et est-ce qu'il est possible d'avancer sans dépendre constamment d'autres interlocuteurs? Alors, au niveau autonomie, ça va dépendre dans le sens que, par exemple, chez GL Events, dans l'équipe dans laquelle j'étais, c'est pas nous qui trouvions les clients ou les clientes pour lesquels on allait organiser l'événement. Donc là, la part d'autonomie, par exemple, dans le choix du contenu, dans le choix des
des conférenciers, des conférencières, etc. Bah bien sûr que c'est un peu plus limité en fait. Cependant, dans le rôle d'agence, en fait, il y a beaucoup de travail de conseil en fait, parce qu'on reste quand même les experts et les expertes au niveau de comment est-ce qu'on organise un événement, comment on fait en sorte que ça fonctionne, etc. Et donc il y a quand même toute cette partie-là de consultation un petit peu si vous voulez, tout en étant quand même les fournisseurs, qui est quand même très là. Chez Ubisoft par exemple, donc bon, au début de ma carrière, non, mais à la fin de mon passage dans l'équipe, bah, j'étais rendue vraiment gestionnaire de l'équipe aussi au global. Donc j'avais aussi plus de liberté, on va dire, ou de travail à faire sur au final ça va être quoi nos événements de l'année, comment est-ce qu'on va organiser ça, etc. Donc beaucoup plus d'autonomie aussi là-dessus et voilà. Dans le concret maintenant, dans le quotidien, le plus souvent il y a quand même énormément d'autonomie sur la façon de fonctionner. Comment est-ce qu'on va organiser les choses, comment est-ce qu'on communique, etc. Et tout. Donc il y a beaucoup de, c'était nous qui décidions de la charte graphique, c'était nous qui décidions de avec quels hôtels pour donc charte graphique par exemple côté Ubisoft ou côté GL Events, c'était nous qui décidions avec quels hôtels on allait travailler, etc. C'était nous qui décidions des fournisseurs pour tout ce qui était les grosses impressions. Si on se parle de gros salons, etc. Donc il y a, dans les salons, il y a souvent des grandes bannières, des choses comme ça à imprimer, ne serait-ce que pour la signalétique au sein de la salle. Et donc du coup là, c'était tout nous qui décidions, par exemple. Après donc toute cette partie-là, ça se fait beaucoup en autonomie. Maintenant, organiser un événement, c'est un travail d'équipe. Donc, on est quand même souvent dépendant de ce qui est possible de réaliser. Arriver vers notre imprimeur chez GL Events à 24 heures pour leur dire qu'au final, on veut tout réimprimer en jaune fluo, l'imprimeur, il allait nous dire que c'était pas possible. Parce que en 24 heures, il peut pas réimprimer toute la signalétique d'une énorme salle comme on peut avoir, par exemple, Place de Versailles à Paris. Donc, ça fonctionne pas, en fait. C'est voilà. Donc, on est toujours... il y a quand même toujours ce lien-là, en fait. C'est ça, c'est par exemple l'événement, l'anecdote que je donnais là, par exemple. Je peux pas faire arriver d'un seul coup, en fait, en interne comme ça, trouver du matériel pour faire un spectacle de son et lumière à la Jean-Michel Jarre. Ça marche pas. C'est peut-être vieux comme référence Jean-Michel Jarre, par exemple. Je m'excuse. C'est peut-être moyen. Mais bref, je peux pas faire de la pyrotechnique comme ça dans une salle en interne. Je peux pas faire ça. Donc voilà, on est toujours, il y a toujours cette dépendance parce que c'est un travail d'équipe avant tout. Est-ce que, merci beaucoup pour ces réponses, est-ce que ce métier est proportionnellement plus développé en salariat ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de freelance finalement? Je pense que c'est beaucoup en salariat, mais dans différents formats. Donc moi je les catégorise un peu j'ai 3 catégories un peu, c'est certainement restrictif mais c'est comme ça que je les vois. J'en ai vécu 2 sur les 3 selon moi. Donc il y a vraiment faire partie d'une équipe événementielle en interne d'une compagnie. Donc comme là j'ai pu l'être chez Ubisoft par exemple. Donc j'étais vraiment en interne de la compagnie, que ce soit pour faire des événements à l'externe ou en interne, peu importe. Mais je fais partie d'une compagnie qui fait qui fait un autre d'activité en fait et voilà. Il y a du coup la partie agence. Donc quand j'étais chez GL Events, on se parle d'une agence. Donc là c'est un autre format, une autre façon de faire. C'est ça, c'est différent. Et puis le troisième aussi que on peut trouver, ça va être en fait beaucoup, notamment pour tout ce qui est culturel, dans les organismes communautaires ou les associations.
Donc ça, c'est un troisième aussi format. Je dis que je l'ai pas vécu, mais c'est pas vrai parce que j'ai quand même été bénévole dans des associations, puis j'ai pu faire beaucoup d'événements quand même dans ce cadre-là aussi, mais en tant que bénévole. Et ce qui peut être une bonne porte d'entrée, cela étant dit, si vous vous demandez en fait si c'est un métier qui pourrait être intéressant pour vous, n'hésitez pas à regarder en fait dans les organismes culturels autour de vous si des fois ils ont besoin d'aide pour faire, ne serait-ce que dans un premier temps, pour participer en tant que personne à l'accueil ou qui va tenir des stands ou choses comme ça lors d'un événement, les salons du livre, les salons de l'emploi, les salons du jeu vidéo aussi, par exemple, parce que ça peut être une bonne façon de se sensibiliser aussi à ce que c'est que l'événementiel. Mais voilà, moi ce que j'ai connu, c'est plutôt ces trois formats-là. Il doit exister du freelance aussi, cela étant dit, notamment peut-être dans tout ce qui va être plutôt je réfléchis en parlant, et je me dis que dans tout ce qui est événementiel de particulier. Donc, par exemple, tout ce qui va être peut-être le wedding planning, tout ce qui va être ces événements-là, il y a peut-être plus de freelance dans ces domaines-là, en fait, d'événements de particuliers, de personnels. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer d'accélérer un peu. Il nous reste 5 minutes, on a encore quelques questions, notamment une question de Marie qui est intéressante sur le secteur. Est-ce que du fait du développement du travail à distance, est-ce que du coup le secteur a évolué? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins d'événements, moins de budget, ou alors plus d'événements mais en visio? Comment tu as vu les choses évoluer? Oui, alors ce qu'on a vu évoluer, en fait, c'est vraiment comment dire, la propulsion en fait du nombre d'événements en format hybride. Donc de plus en plus, en fait, on voit des conférences qui ont lieu à la fois en présentiel et à la fois en hybride, alors en visio, je veux dire. Donc il peut y avoir différents formats de visio. Des fois c'est toujours en live, des fois ça va être en fait on va pouvoir acheter des passes par exemple pour avoir accès au contenu après. Donc voilà, donc avec bien sûr la Covid a eu un gros impact là-dessus. Il y a aujourd'hui aussi d'autres choses qui font que je pense aussi que les préoccupations environnementales font partie du secteur. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le secteur de l'événementiel ait moins d'impact, parce que qui dit présentiel dit voyage, souvent voyage en avion quand on se parle de gros événements, donc ce qui dit beaucoup d'impact environnementaux aussi pour tout ce qui va être le printing, pour tout ce qui va être tout ça. Donc il y a aussi beaucoup, je pense, cet élément-là qui rend de plus en plus en considération sur comment est-ce qu'on organise les événements. Hyper intéressant. De la question. Oui. Je suis partie un peu loin. Je m'excuse. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'impact écologique, environnement, qui doit être de plus en plus pris en compte. Oui. On avait une question aussi de est-ce qu'il est obligé de faire une école de commerce pour exercer ce métier? Non. Moi, mon parcours personnel m'a emmené à faire une école de commerce. Ce n'est pas obligatoire. Il me semble me rappeler que à l'époque, ça date un peu, on va pas se mentir, il y avait des formations même parce qu'en fait l'événementiel, le plus souvent, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'être un peu un ou une couteau suisse. Dans le sens que vous allez devoir être capable de faire de la relation fournisseur, de la relation client, de la logistique, de la communication. Des fois, vous allez être l'ingé son aussi de l'événement, etc. Donc, en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une formation qui vous permet de développer tout un set de compétences qui fait vraiment de vous quelqu'un de complète au niveau des compétences que vous avez. Donc c'est absolument pas nécessaire de faire une école de commerce. Il y a d'autres formations qui existent et qui peuvent très bien convenir à ce métier-là. Super, oui. Donc c'est vraiment ce rôle de couteau suisse. Tout à fait. Est-ce que donc il y avait une question de Chloé, mais en fait finalement toi tu es plus en B2B, c'est-à-dire que tu as toujours été au sein d'une entreprise pour des salariés ou pour d'autres entreprises, mais pas réellement en B2C. Et il y avait une autre question de Marie
ce serait peut-être quand tu as évoqué les trois grands environnements entre entreprises, agences et associations. Est-ce que tu pourrais nous donner les différences de façon de faire entre ces trois grands environnements? Oui. Alors, au niveau associatif, organisme communautaire, c'est souvent, il y a peu de moyens. C'est très malheureux dans tout ce qui a un intérêt ou un impact au social à tous les niveaux. C'est malheureusement un secteur qui manque souvent de ressources aussi bien humaines, surtout argent, matériel. Et voilà. Donc, je dirais que là, c'est beaucoup il faut être très, très, très créatif. Il faut être prêt à donner beaucoup de son temps aussi pour pouvoir faire de quoi. Mais en même temps, c'est très rewardant parce que c'est souvent des événements avec un super bel impact. Donc, je dirais que voilà, dans le milieu associatif ou d'organismes communautaires, c'est beaucoup de MacGyverisme. Si je peux inventer un terme. Dans le milieu de l'agence, c'est très très rapide. Le rythme est très très fort. Et du coup, c'est vraiment ok. Comment je peux aller au plus vite, au plus loin, donc c'est très prenant. GL Events, c'est là où j'ai rencontré en fait, pour moi, les personnes qui m'ont j'étais déjà très convaincue que je voulais faire ça, mais qui m'ont peut-être juste fini le petit 0,1% qui me manquait en fait pour me dire que c'était fait pour moi ce métier-là, parce que c'est là où j'ai rencontré des personnes extrêmement passionnées. On faisait des gros horaires, mais on serrait les coudes, on allait s'entraider entre les différentes équipes d'événementiel, etc. Donc c'est très, on serre les coudes, on avance ensemble et on travaille ensemble, puis c'est beaucoup de rigueur en fait. Donc au final, mon expérience chez GL Events m'a aussi beaucoup aidé chez Ubisoft, où en interne dans une entreprise, c'est des fois un petit peu plus, c'est plus cool que quand on est en agence. On se donne plus la chance de faire des petites erreurs entre guillemets, on va dire. C'est voilà, nous en interne par exemple, des fois on envoyait des communications à 10-15 000 personnes. On avait beau la relire 50 fois, il y avait toujours une faute de frappe quelque part dans le courriel. Hein. Chez Ubisoft, bon, c'était moins grave que quand je travaillais chez GL Events, où là, il fallait vraiment être très, très, très rigoureux, etc. C'était important, ça allait de la réputation de nos clients, en fait, aussi. Donc c'est ça. Donc, c'était une ambiance un peu différente. Ok. Super. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Malheureusement, le temps passe trop vite. Ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Et puis, n'hésitez pas à consulter l'agenda des lives parce qu'il y a une cinquantaine de métiers qui y sont présentés. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, je voulais juste te dire, si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas pu répondre, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou via l'équipe Chante, donc via toi, Juliette, ou via quelqu'un d'autre de l'équipe, ça me fera plaisir. Puis merci beaucoup. Super, merci à toi, Cécile, d'avoir pris le temps. Et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous, ou une bonne journée à toi, Cécile. Excellente soirée à vous tous. Merci. Au revoir.